مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مع المغرب من واشنطن on Median TV. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. La trêve humanitaire entre Israël et le Hamas, la paix au Moyen-Orient, la solution à deux États au Moyen-Orient est-elle viable ? La trêve entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur le 24 novembre. Elle a permis la suspension des combats entre les deux parties, la libération d'otages et de prisonniers et l'arrivée de l'aide humanitaire d'urgence dans la bande de Gaza. Néanmoins, tout le monde s'attendait à la reprise des combats car le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait déclaré « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint tous nos objectifs qui sont de détruire le Hamas et de ramener tous nos otages. » Alors, cette trêve temporaire a-t-elle changé la donne ? A-t-elle aidé les Palestiniens de Gaza ou changé la dynamique du conflit ? Israël atteindra-t-il ses objectifs et y a-t-il des signes d'affaiblissement du Hamas ? Qu'en est-il des efforts diplomatiques des États-Unis et du monde arabe pour préparer l'après-guerre ? Existe-t-il un consensus sur la création d'un État palestinien ? Et à quoi ressemblerait cet État ? Quel dommage politique le président Biden a-t-il subi en raison de sa position ? Et Israël perd-il le soutien aux États-Unis ? Pour discuter de ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau le Dr Saïd Erekat, directeur du bureau de Washington du journal Al-Quds et professeur à l'université américaine. De 2005 à 2010, il a été le porte-parole du secrétaire général de l'ONU en Irak. Parmi nous également aujourd'hui, David Schenker, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient sous le mandat de Donald Trump. Il est aujourd'hui chercheur au Washington Institute où il dirige le programme de politique arabe. Comme à l'accoutumée avec nous, notre chroniqueur Chris Lapetina, fondateur de Focus Consulting, et nous serons rejoints en visioconférence par Ori Nir, le vice-président du groupe American for Peace Now. Il a été correspondant à Washington du journal israélien Haaretz, où il était spécialiste des affaires palestiniennes. Alors, avant d'entamer notre débat, nous allons regarder le reportage de notre correspondante Jehan Mansour. L'administration américaine suit de près le chemin de la trêve entre le Hamas et Israël, espérant que les deux parties parviendront à un accord permanent qui conduira à la libération de tous les otages et à un arrêt définitif des opérations militaires. En fait, les voix ne cessent de s'élever pour critiquer les décisions de Biden. Ils estiment que le président des États-Unis pratique le double standard dans le traitement de la question des civils palestiniens. De nombreuses contraintes électorales ne cessent de décliner la popularité de Biden par rapport à son rival Donald Trump. En revanche, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, se trouve au bord de la faillite politique. Il a aggravé sa situation en acceptant une trêve avec le Hamas, dans une guerre qu'il contrôlait jusqu'à il y a quelques jours. Le Hamas, quant à lui, se trouve à un carrefour non moins embarrassant que celui auquel sont confrontés Netanyahou et Biden, car de l'avis de la plupart des optimistes, parler d'une solution à deux États n'aura pas lieu tant que Hamas est à la tête du pouvoir dans la bande de Gaza. De ce fait, une alternative politique au Hamas constitue le sujet principal pour tout règlement à l'avenir. Alors que l'administration américaine essaye de relancer l'idée d'une solution à deux États, beaucoup de partis s'interrogent sur le réalisme de cette idée, qui ne trouve aucun soutien au sein de la société israélienne, qui refuse d'échanger la paix contre un État palestinien indépendant. يرفض مقايضة السلام بدولة فلسطينية مستقلة.
Le président américain Joe Biden a estimé que la libération par le Hamas d'un premier groupe d'otages n'est qu'un début, soulignant qu'il existe de réelles opportunités de prolonger la trêve humanitaire et que le moment est venu pour soutenir la solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Cependant, certains disent que cette solution n'est rien d'autre qu'un gain de temps et un battage médiatique pour détourner l'attention des crimes commis. Jihan Mansour, La Maison Blanche, Média 1 TV, Washington. Thank you, Jehan. Now, let's turn to Merci our Jehan. studio Je me tourne à présent vers notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, plus de 60 jours se sont écoulés depuis le début de la guerre à Gaza. Alors qui est le plus grand perdant après ces 2 mois de conflit ? Comment a évolué le regard des Américains sur les belligérants israéliens et palestiniens ? A-t-il changé ? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse autant d'une question de gagnant et de perdant que de leçons apprises. L'une des choses que nous avons apprises à Washington est qu'Israël est soutenu par ses lobbies. Et cette question s'est poursuivie tout au long du conflit. En fait, la gauche américaine a tellement soutenu les Palestiniens, y compris malheureusement le Hamas. Ce à quoi Biden et son administration ne s'attendaient pas. Ce sont les 2 bénéfices majeurs. Et puis, il y a un engagement politique au niveau de la crise. Et on verra à quel point les choses vont changer en fonction de ce qui se passe sur le terrain. All right. Ori, I want to turn to you. Americans for Peace. Bien, Now, je me tourne à présent vers Ori Nir. Ori, le groupe American for Peace Now a publié un communiqué saluant la libération d'un certain nombre d'otages et la trêve qui a été momentanément prolongée. Alors, que pensez-vous de cette trêve ? Nous pensons qu'il s'agit d'un accord très positif pour 2 raisons. D'abord, le retour progressif des otages. Et nous espérons que cela ouvrira la porte au retour d'autres personnes. C'est un accord positif car les mineurs palestiniens détenus dans des prisons israéliennes sont en train d'être libérés et nous pensons que les enfants mineurs ne devraient en principe pas être détenus. Cet accord pourrait marquer le début de la fin de cette confrontation militaire sanglante entre Israël et les Palestiniens dans la bande de Gaza. Oui, cet accord pourrait être le début d'un effort diplomatique visant à mettre fin à ce chapitre du conflit israélo-palestinien et peut-être saisir cette opportunité pour entamer des négociations sur une solution à 2 États qui pourrait mettre fin au conflit d'une manière définitive. Nous sommes optimistes quant à la possibilité de mettre un terme à ce conflit entre les 2 parties. Saeed, I'm a little surprised by Ori's optimism, right? First of all, because of Saïd, honnêtement, je suis surpris par l'optimisme d'Ori, d'autant plus si l'on prend en compte les déclarations du ministre israélien de la Défense, qui assure que les combats ne s'arrêteront pas tant que les objectifs israéliens n'auront pas été atteints. Le Premier ministre Netanyahou a d'ailleurs également fait des déclarations dans ce sens. Alors je voudrais savoir, après plus de 6 semaines de bombardement sur Gaza, qu'est-ce qu'Israël a obtenu ? Et je vous pose la même question qu'à Chris. Certains pensent que le vrai gagnant est le Hamas, qui a infligé une défaite militaire historique à Tzahal. Le Hamas qui semble s'imposer comme le défenseur le plus légitime de la cause palestinienne au détriment de l'autorité palestinienne. Qu'en pensez-vous ? Good question, Adam. Good to be with you. Bonne question, Adam. Et je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Israël a tué entre 10 000 et 15 000 Palestiniens. Et ce n'était pas l'objectif déclaré, mais c'était le résultat.
Lorsque vous utilisez cette quantité massive de bombardements et que vous larguez 40 tonnes de bombes sur une zone densément peuplée, vous vous retrouverez dans la situation actuelle. Et Israël a transformé Gaza en une zone inhabitable. Le problème est que les habitants de Gaza n'ont nulle part où aller. Ils ne se déplaceront pas vers le désert du Sinaï et toutes les propositions qui appellent au déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit vers le Sinaï ou ailleurs, n'auront pas lieu. Par conséquent, nous serons confrontés à une catastrophe humanitaire. Car la population de Gaza ne pourra pas obtenir d'eau, d'électricité, de nourriture et de soins de santé après qu'Israël ait détruit presque tous les hôpitaux. Concernant les objectifs militaires d'Israël, le langage utilisé était sans précédent, même par Israël, car il comportait un certain degré de bellevesée dans la description des Palestiniens. Malgré ce battage médiatique israélien et tous les bombardements qu'il a menés, Israël n'a apparemment pas obtenu grand-chose sur le champ de bataille, car il n'a pas été en mesure de libérer les otages, du moins jusqu'à présent, et n'a pas réussi à détruire le Hamas. Au contraire, le Hamas a réussi à négocier un accord extrêmement difficile et détaillé. Par conséquent, vous avez raison dans ce que vous dites. Les Arabes estiment que le Hamas a triomphé et démontré sa capacité à défier Israël et à résister à une attaque radicale et incroyable. Le Hamas est apparu capable d'accomplir ce qu'aucune armée arabe n'a été capable de réaliser contre Israël. Le Hamas a pu libérer des prisonniers palestiniens, ce qui est une question très importante, car il suscite une immense émotion parmi les Palestiniens. David, je voudrais connaître votre opinion sur ce que Saïd vient de dire. Pensez-vous aussi que le Hamas risque de ressortir gagnant de ce conflit ? Et qu'est-ce qu'Israël a accompli jusqu'à présent durant cette campagne ? Voyez-vous le verre à moitié plein ou plutôt à moitié vide ? Well, good to be with you, Adam. Listen, I think what was accomplished. C'est un plaisir d'être parmi vous, Adam. Que diront les habitants de Gaza après la destruction de 40% de leurs maisons ? Je regarde sur la chaîne Al Jazeera des interviews de Palestiniens qui ont commencé à se plaindre des destructions que le Hamas a apportées à la bande de Gaza et de la façon dont le Hamas s'abrite dans des zones peuplées et risque la vie de civils palestiniens innocents, et Al Jazeera a suspendu ses interviews. Nous avons constaté une tendance croissante parmi les Palestiniens à se plaindre de ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, mais comme le Hamas est un régime autoritaire, il n'a pas autorisé ces plaintes-là. Nous entendons donc davantage de plaintes, mais sur le plan militaire, Israël a déjà réduit les capacités militaires du Hamas dans le nord de Gaza. Je ne sais pas combien de combattants du Hamas ont été tués, et nous ne pourrons pas connaître les chiffres maintenant, et peut-être pour toujours. Mais les capacités du Hamas ont été réduites dans le nord, et aujourd'hui les habitants de Gaza se dirigent vers le sud, et Israël reprendra ses opérations militaires dans la bande de Gaza, mais aucun pays ne pourra vivre côte à côte avec ce statu quo dans la bande de Gaza. Let's Said, you talked about the bombing. It strikes me from what David said that Saïd, vous avez parlé des bombardements et ce que David vient de dire retient mon attention. Israël ne peut pas se limiter à contrôler le nord et son armée devra maîtriser les quartiers du sud de la bande de Gaza où se concentre aujourd'hui l'essentiel de la population. La situation risque donc d'être encore plus chaotique. On voit ce conflit s'éterniser en dépit de la pression internationale croissante, y compris venant des États-Unis pour qu'Israël accepte le cessez-le-feu. Alors cette pression finira-t-elle par avoir un impact sur les décideurs israéliens pour qu'ils mettent un terme à cette campagne militaire ? I think so because let's face it. Oui, je crois que cela pourrait arriver parce que, franchement, les États-Unis ont une grande influence sur Israël.
Et le président Biden a demandé au Congrès d'allouer 14,5 milliards de dollars à Israël. Normalement, les États-Unis donnent à Israël 3,8 milliards de dollars par an comme aide militaire. Mais nous n'avons vu aucune administration américaine soutenir Israël dans la même mesure que l'administration Biden, ce qui la met dans une position qui lui permet de toucher à l'influence de Washington sur Israël si la volonté existe. La preuve en est que nous avons vu comment le cessez-le-feu pourrait être prolongé, comme l'a annoncé le Qatar, et la Maison-Blanche s'en est félicitée. Par conséquent, j'y vois la possibilité de convenir à un cessez-le-feu récurrent. Et les Palestiniens s'en réjouiront certainement car ils pourront retourner dans leur maison détruite et tenter de reconstruire leur vie. Mais il ne fait aucun doute que l'ampleur des destructions est énorme et d'une manière à laquelle les Palestiniens n'ont jamais été confrontés auparavant. Mais je pense qu'une fois le cessez-le-feu terminé, après les jours convenus, Israël se dirigea certainement vers le sud parce qu'il veut montrer qu'il atteint ses objectifs militaires. Mais jusqu'où ira Israël et dans quelle mesure les États-Unis accepteront-ils ce que Israël est en train de faire? Je ne sais pas, mais personnellement, je ne pense pas que nous verrons des bombardements de la même ampleur que ceux menés par Israël dans le nord de Gaza. David, you know, Saeed said something interesting, I thought, which is that, you know, Biden surprised everybody by his response. David, Saïd a souligné quelque chose d'important en rappelant que Joe Biden avait surpris tout le monde avec son soutien inconditionnel à l'égard d'Israël. Vous avez travaillé dans l'administration Trump et tout le monde sait qu'elle était plus proche des dirigeants du Likoud, mais il semble que son successeur n'a plus rien à lui envier sur ce point. Alors j'aimerais que vous nous éclairiez sur un point précis. Vous étiez responsable du Moyen-Orient au département d'État américain. Et comme l'a dit Saïd, beaucoup de gens, notamment dans le monde arabe, pensent que le président américain peut téléphoner aux Israéliens et leur dicter ce qu'ils doivent faire. Alors vous qui avez été un proche témoin de ces relations, parlez-nous de la façon dont ça se passait au quotidien. J'aimerais savoir quelles sont réellement les limites de l'influence des États-Unis sur Israël. Well, first of all, Biden is old school, traditional Democrat. Premièrement, Biden appartient à une vieille école de démocrates traditionnels en voie d'extinction. Mais Israël est un État souverain. Il a ses propres intérêts en matière de sécurité et il entretient d'énormes relations de coopération stratégique avec les États-Unis. Dans le même temps, Israël est un pays qui prendra ses propres décisions. Il est vrai que les États-Unis ont une grande influence sur Israël, mais ce qui se passe en réalité entre eux est une discussion et non pas des ordres dictés par les États-Unis à Israël. Par exemple, à l'époque du président Bush, les États-Unis soutenaient totalement Israël et soutenaient Israël dans sa guerre contre le Hezbollah au Liban, qui avait également fait un grand nombre de victimes et provoqué une crise humanitaire. Mais il était disposé à le faire pour donner à Israël le temps nécessaire pour atteindre ses objectifs militaires. Mais lorsqu'il s'est avéré que Israël ne faisait pas de progrès et que la situation humanitaire devenait catastrophique, l'administration Bush a cessé de soutenir Israël et l'a fait par l'intermédiaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis continuent de discuter avec Israël tout le temps pour connaître les objectifs d'Israël dans sa guerre à Gaza et s'il est capable de les atteindre. Ainsi, Israël prend ses propres décisions, mais il y a des calculs politiques en Israël et cette fois-ci, en particulier, c'est une étape unique car le Premier ministre d'Israël fait face à des accusations de corruption et il est considéré comme responsable de ce qui se passe actuellement depuis le 7 octobre. All right, let's go back to our guest. Je me tourne à présent vers notre invité Ori Nir. Ori, pensez-vous que la suspension des combats à Gaza donnera une plus grande marge des manœuvres à des acteurs régionaux comme le Qatar, l'Arabie Saoudite,
les Émirats arabes unis et l'Égypte pour aider les deux parties à briser le cycle de la violence? Again, it's difficult to tell, but I think that we've been seeing some. Encore une fois, c'est difficile à prévoir, mais nous voyons certains signes qui suggèrent que cela pourrait se produire. Je veux ici rendre hommage au rôle de l'Égypte, qui joue un rôle très important aujourd'hui et peut jouer un rôle encore plus important dans la médiation au niveau du conflit à Gaza à l'avenir. La Jordanie a également un rôle à jouer, comme c'était le cas auparavant, en essayant de réduire les tensions et en jouant le rôle de médiateur entre Israël et l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Il y a aussi un rôle à jouer pour les pays du Golfe qui ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël, comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, mais aussi le Qatar, qui a joué un rôle très positif pendant cette crise. En outre, le Grand Prix à l'horizon et le Royaume d'Arabie Saoudite et la possibilité de normaliser ses relations avec Israël. C'est pourquoi je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, tout en restant réaliste et avec un certain degré de réserve. Il y a effectivement beaucoup d'espoir. Saïd, talk to us about. It seems to me that one of. Saïd, je pense que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde arabe, est que pour négocier la paix, nous avons côté israélien un gouvernement élu. Mais aujourd'hui, qui parle au nom des Palestiniens? That's a very good question. I mean, C'est une très bonne question. Si l'on revient à toutes les nombreuses négociations de paix, au moins depuis les accords d'Oslo en 1993, les États-Unis ont toujours traité dès le début avec l'autorité nationale palestinienne. Le problème est qu'Israël a traditionnellement considéré l'autorité comme non représentative des Palestiniens et continue de dire que l'autorité palestinienne a perdu sa capacité à remplir ses engagements envers les Palestiniens et à être un représentant du peuple palestinien en plus du fait que l'autorité palestinienne a été élue il y a de nombreuses années et n'a pas organisé d'élections depuis longtemps, ce qui la prive de beaucoup de choses dont la légitimité. Mais le Hamas, en revanche, a gagné les élections. Et je ne sais pas s'il gagnerait à nouveau s'il y avait des élections dans la bande de Gaza. Mais les États-Unis insistent sur leur engagement en faveur de la solution à deux États et sur le fait que les négociations sur la solution se dérouleront avec l'autorité palestinienne. Mais Washington n'a pas encore montré sa capacité à mettre en œuvre sa promesse d'une solution à deux États. Mushahidin al-Kiram. Bien, je vais maintenant vous proposer de jeter un coup d'œil sur les bilans chiffrés de cette guerre à Gaza. La guerre à Gaza a causé des pertes humaines et des destructions d'une gravité sans précédent. Des destructions qui ont affecté les infrastructures de la bande de Gaza, classée parmi les régions les plus densément peuplées du monde. Selon les chiffres publiés par le satellite de l'Agence spatiale européenne, plus de 15 000 Palestiniens ont été tués, dont 6 000 enfants, 64 journalistes et 25 membres de la protection civile, 35 000 blessés et 7 000 disparus, tandis que le nombre de personnes déplacées à Gaza s'élève à environ 1,7 million de personnes. Selon le journal israélien Haaretz, 1000 soldats israéliens ont été blessés, dont 200 grièvement, tandis que 392 personnes ont été tuées, dont 72 soldats tués lors de l'attaque terrestre contre Gaza. Entre 40 et 50% des bâtiments du nord de la bande de Gaza ont été complètement détruits et dans la ville de Gaza, entre 39 et 50% des bâtiments ont été détruits. Quant au sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont détruit 9000 bâtiments. Israël occupe 40% du territoire de la bande de Gaza.
Au total, 266 écoles, 26 hôpitaux hors service et 55 centres de santé ont été également visés. Les forces d'occupation ont également incendié 56 ambulances dans toute la bande de Gaza. Le secteur de l'aviation civile a également connu une diminution des vols vers Israël de 187%, tandis que les vols à destination et en provenance de l'aéroport de Tel Aviv David Ben Gurion ont diminué de 80%, tandis que les billets vers l'Égypte ont diminué de 26%, vers la Jordanie de 49% et vers le Liban de 74%. One final thought before we go to the break. Ok, avant de faire une courte pause, permettez-moi de vous poser une question, David. Vous avez négocié avec les Arabes et avec les Israéliens. Est-ce si difficile de trouver un interlocuteur palestinien? It's going to be very difficult. I think Ce sera extrêmement difficile. Je crois que les États-Unis s'efforceront de renouveler le pouvoir de l'autorité palestinienne afin qu'elle puisse éventuellement diriger la bande de Gaza après son renversement en 2007. Il s'agit d'un parti avec lequel on peut traiter. Du coup, je crois que la communauté internationale soutiendra également cela. Cependant, il n'est pas clair si l'autorité palestinienne est en mesure de le faire après la guerre ou si le Hamas reviendrait à la tête de Gaza. Mushahideen Karam, don't go away. We're going to take... Avant de poursuivre notre discussion, nous allons maintenant faire une courte pause. Alors restez avec nous. Mushahideen Karam, welcome back to Mal Maghreb min Washington on Median TV, where today we... Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous discutons aujourd'hui des derniers développements du conflit israélo-palestinien. Nous avons parmi nous Ori Nir, qui représente le groupe American for Peace Now, Saïd Erekat du journal Al-Quds, David Schenker du Washington Institute et Chris Lapetina, le chroniqueur de l'émission. Mais avant de reprendre notre discussion, nous allons maintenant écouter quelques témoignages recueillis dans les rues de Washington à propos de cette guerre à Gaza. Je pense que ce qui se passe est douloureux. Beaucoup d'enfants et de femmes sont tués et toutes les informations que je suis parlent de bombardements d'abris. Et de nombreux réfugiés sont déplacés vers des endroits où il y a de meilleures possibilités de vie. Il est étrange que beaucoup d'Américains ne savent pas exactement ce qui se passe, et même s'ils le savaient, cette affaire ne les concerne pas directement. Je suis une étudiante à l'université et je ne sais pas quoi faire, mais je rejette énormément ce qui se passe. En principe, je crois que le cessez-le-feu est une bonne nouvelle et j'espère qu'il se poursuivra, car il mettra au moins fin aux meurtres d'enfants et de femmes. Nous sommes au XXIe siècle et nous ne voulons pas de guerre. De plus, personnellement, je ne crois pas à l'octroi d'une autorité politique à la religion. Les gens devraient penser à l'aspect humanitaire et à la paix. Tandis que nous vivons une vie confortable, nous trouvons nos frères, nos enfants et nos femmes qui donnent leur vie pour rien. Je crois que cette guerre doit cesser et que l'amour doit être réciproque entre les gens, en particulier la compassion et la miséricorde. Yeah, I think it's a good actually sign, and I think it will be very. Je pense que ce qui se passe est très triste, mais la trêve est une bonne nouvelle, en particulier au Moyen-Orient. J'espère qu'elle se poursuivra et conduira à une paix durable. Mais je crois qu'au Moyen-Orient, Israël et le Hamas ont des points de vue, des exigences et des objectifs quelque peu différents. Okay. Now let's go back to our guest Ori Nir. Je me tourne maintenant vers notre invité Ori Nir. Alors, que faut-il à Benjamin Netanyahou
pour qu'il estime avoir atteint son objectif et dans quelle mesure est-ce réaliste? Right. So yes, one could see it as a contradiction, but Oui, on peut avoir une telle contradiction, mais ce qui se passe exactement, c'est que certains des objectifs qu'Israël a déclarés pour mener cette guerre commencent progressivement à être atteints. L'un d'eux est la libération des otages, qui est un objectif qui n'est pas complètement atteint, mais qui commence à l'être. Le deuxième objectif est d'affaiblir la puissance militaire du Hamas, ce qui est en train d'être atteint. L'objectif est d'essayer de créer une réalité politique dans la région, qui consiste à priver les forces extrémistes comme le Hamas et le djihad islamique de dicter leur programme. Il s'agit d'un objectif que nous pourrions voir atteint progressivement. Et bien que les objectifs d'Israël dans sa guerre contre Gaza n'aient pas été pleinement atteints, nous voyons une lueur d'espoir sur ce que la situation pourrait devenir après la fin de la guerre. Je crois qu'il y a des raisons d'être optimiste et à cet égard, j'essaie d'être prudent quant à cet optimisme, mais il y a des signes qui appellent à l'optimisme et à l'espoir. All right, David, your thoughts on David, qu'en pensez-vous? Dans quelle mesure est-il possible de se débarrasser du Hamas, ou du moins de son aile militaire? Quand on parle de l'avenir politique, certes, le Hamas peut être détruit militairement, mais comment vaincre son idéologie? Quel sera l'impact de ces événements sur l'idéologie des Palestiniens et aussi sur le climat politique en général, une fois la guerre terminée? of course, Netanyahu defined success as the eradication of Hamas. Bien entendu, Netanyahou a lié le succès avec la fin de la présence du Hamas et je pense qu'il a commencé à s'en éloigner et à le remplacer par la fin du règne du Hamas à Gaza et l'affaiblissement de l'infrastructure militaire du Hamas. Mais Israël ne sera pas en mesure de réaliser ce que l'Égypte a réussi à faire avec les frères musulmans en déposant des milliers de ses membres dans les prisons. Sisi a construit 31 prisons. Le problème, en fin de compte, est que si le Hamas sort de la guerre avec les restes de ses forces, comme cela s'est produit avec le Hezbollah en 2006, le Hamas déclarera sa victoire sur Israël et l'existence de l'idéologie du Hamas ne pourra pas prendre fin. Les États-Unis ont largué 360 000 bombes dans leur guerre contre le terrorisme. Et pourtant, des organisations existent toujours, comme Al-Qaïda et Daesh. right. Bien, une excellente évaluation de la part de David Schenker. Ori, le président Biden a appelé à une nouvelle ère dans les relations israélo-palestiniennes fondée sur la solution à deux États. Je voudrais vous demander ce que vous en pensez. Cette solution à deux États est-elle vraiment réaliste? Surtout si l'on tient compte de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et des tentatives de déplacement des Palestiniens. That's my hope. I think that at the moment it's really hard to tell. We don't know where. C'est ce que j'espère voir se réaliser, mais il est actuellement difficile de le prévoir, car nous ne savons pas quelle sera la situation. D'une part, nous constatons que les derniers sondages d'opinion publique indiquent que la crise actuelle a rendu les deux, les Palestiniens et les Israéliens, plus extrémistes qu'auparavant et moins enclins à accepter une solution de compromis qui nécessite la communication pour régler le conflit, mais d'un autre côté, la dynamique dont nous avons parlé aura besoin d'un certain temps pour s'enraciner dans l'esprit des gens. Par conséquent,
Je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que l'affaiblissement des tendances extrémistes résultant du conflit actuel pourrait donner lieu à une nouvelle vision de l'avenir entre Palestiniens et Israéliens. Mais il est trop tôt pour le constater. Nous devons espérer que ce soit le résultat final de ce qui se passe actuellement. All right. You know, David, Chris, I'm going to come to you after Ah David. bien, je vous poserai après la même question, Chris. David, les États-Unis ont tenté à plusieurs reprises d'obtenir un règlement définitif du conflit israélo-palestinien, mais toutes leurs tentatives ont échoué. Vous avez fait partie de l'administration Trump et vous connaissez bien la région. Pensez-vous que les choses sont différentes aujourd'hui, comme le disait Ori? Cette nouvelle donne peut-elle être en définitive la clé du succès? Listen, I think along the Écoutez, way, tout au long du parcours des États-Unis, il y a toujours eu des ennemis de la paix. Il y a eu des progrès dans les processus de paix. Puis, il y a eu un ralentissement lorsque le Hamas a commencé à bombarder des buts et qu'un juif extrémiste a assassiné le premier ministre Yitzhak Rabin. Cela dépend donc de l'issue de cette guerre. Si Israël parvient à retirer le Hamas du pouvoir à Gaza, cela pourrait fournir une opportunité de reconstruire Gaza et de commencer à intensifier les efforts pour relancer les négociations pratiques en faveur de la paix qui seraient alors pleinement soutenues par la communauté internationale. En outre, la question des attaques des colons extrémistes qui tuent des civils palestiniens innocents dans la Cisjordanie est traitée sérieusement. Peut-être pas à cause d'une motivation du gouvernement israélien, mais à cause de la pression internationale exercée sur Israël pour qu'il s'attaque sérieusement à ce problème. Je crois qu'il existe une possibilité de progrès, mais les sentiments seront intenses des deux côtés du conflit. For a long time. All right, Chris, let's turn the focus to the United States for a second. Chris, concentrons-nous un peu sur les États-Unis. Comme vous l'avez déjà dit, il y a une grande colère aux États-Unis du fait du soutien aveugle de Joe Biden à l'égard d'Israël, en particulier dans les rangs démocrates, mais aussi dans la communauté arabe et surtout parmi les jeunes. Nous avons vu de nombreuses manifestations ici et là. Alors si certains poussent à un règlement du conflit et appellent les États-Unis à jouer un rôle diplomatique plus important, nous savons que Joe Biden a aussi besoin de conserver le soutien du Congrès et des Américains. Croyez-vous que sa position sur ce conflit l'a affaibli intérieurement et a nui à ses chances de réélection pour 2024? Et s'il perd, Donald Trump sera-t-il plus favorable aux Palestiniens? Well, let's go back to that interview that we saw for that first college student. And Right. what she said something very profound and something worth repeating to our international. D'accord. Si nous revenons à cette conversation avec l'étudiante universitaire, il a dit quelque chose de profond que nous devrions rappeler à nos téléspectateurs, à savoir que la plupart des Américains ne se soucient pas des affaires étrangères, à moins que les États-Unis ne soient directement impliqués dans une guerre. C'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui Biden. Même si la guerre se termine et que la solution à deux États est atteinte, cela n'attirera pas autant l'attention des Américains sur les questions nationales. Si nous remontons à l'année 1976, lorsque nous étions jeunes à cette époque, Jimmy Carter a remporté de grandes victoires dans le Moyen-Orient et pourtant il a perdu les élections. D'abord parce qu'il y avait des problèmes économiques et la question des otages et cela recouvrait tous ses succès. Si l'on revient au travail de David Schenker avec le président Trump, beaucoup pensaient que les accords d'Abraham seraient politiquement décisifs pour Trump. Mais toutes les statistiques confirment qu'ils ne sont pas assez importants au niveau national. C'est pourquoi je crois que nous, à Washington, nous recherchons la paix qui puisse susciter l'intérêt des gens. Mais ce qui attire en fin de compte le peuple américain, ce sont les questions nationales, qui sont différentes et nombreuses. All right.
Saïd, we've talked a lot about Saïd, nous avons parlé du soutien de Joe Biden à l'égard de Netanyahou, ce qui a surpris beaucoup de gens. Mais pour moi, Netanyahou et Biden ne seront jamais d'accord parce que Netanyahou a une vision différente de l'avenir des territoires palestiniens. Si Joe Biden estime que l'autorité palestinienne devrait être responsable de Gaza après la guerre, Netanyahou, lui, a déclaré qu'Israël devrait occuper Gaza pendant un certain temps. Alors, comment voyez-vous les relations entre Biden et Netanyahou? Sont-elles aussi solides qu'on le dit? Si on prend en compte ces différences, dans quelle mesure peut-on croire que la médiation américaine parviendra à relancer les négociations sur la solution à deux États? Netanyahu-Biden issue is not really the real issue here, Okay. because there is a U.S. position on the two. La relation entre Biden et Netanyahou n'est pas le véritable problème, car la position des États-Unis sur la solution à deux États exige la fin des activités de colonisation par les autorités israéliennes et la fin des attaques des colons juifs. Depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, 240 Palestiniens ont été tués dans la Cisjordanie par les colons. Par conséquent, les fondations sur lesquelles repose la solution à deux États ont subi des fissures, peut-être irréparables. Voilà pourquoi les Palestiniens voient cette guerre dans ce contexte. Quant à la relation entre Netanyahou et Biden, nous avons vu au début que Biden ne parlait pas avec Netanyahou. Il ne l'avait pas invité à visiter la Maison-Blanche tout au long de son règne jusqu'au 7 octobre. Date où nous aurions vu tout cet amour, cette convivialité et démonstration complète de soutien à Israël. Le monde et les États-Unis doivent reconnaître que la guerre n'aurait pas pu commencer le 7 octobre, car il y avait eu une occupation israélienne des territoires palestiniens qui avait duré des décennies auparavant et de graves souffrances des Palestiniens pendant des décennies avant la guerre. Par conséquent, si les États-Unis faisaient un effort honnête et réel pour parvenir à une solution à deux États, ils devraient prendre position contre tout ce qui fait obstacle à cette solution. Car nous ne pouvons pas dire que nous fournissons à Israël cette énorme quantité d'armes, d'argent et de soutien politique au sein des Nations Unies, mais les États-Unis ne peuvent pas faire pression sur eux pour qu'ils mettent fin à ces pratiques. C'est ce qui a donné à des groupes comme le Hamas et d'autres la capacité de gagner une grande popularité. Et laissez-moi vous dire, Adam, qu'il est faux d'assimiler le Hamas à Al-Qaïda. Saïd said that, whether it's Netanyahu. Saïd vient de dire que Netanyahou et tous les gouvernements qui l'ont précédé ont toujours été contre les Palestiniens. Il a déclaré que ces derniers ne font que réagir à l'occupation israélienne et aux violences qu'ils subissent. Mais les Palestiniens sont aussi responsables des attaques du 7 octobre. Alors, que pensez-vous du Hamas? Peut-il être comparé à Al-Qaïda ou ce n'est pas le sujet? Well, listen, first of all, the last I read, Gaza hasn't been Premièrement, occupied. le dernier article que j'ai lu indique que Gaza n'est plus un territoire occupé depuis 2005. En effet, le nombre de travailleurs palestiniens qu'Israël a autorisés à y travailler jusqu'au 6 octobre atteint un nombre sans précédent dans l'histoire des relations palestino-israéliennes. Et Israël a autorisé un grand nombre de camions à entrer dans la bande de Gaza. Israël, comme l'Égypte, a construit un mur à sa frontière avec Gaza parce que le Hamas a tué des dirigeants du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine et a pris le contrôle de Gaza. L'Égypte a construit un mur de béton de 20 pieds de haut et 15 pieds de profondeur et a inondé tous les tunnels parce qu'il considérait le Hamas comme une organisation extrêmement dangereuse. C'est une organisation qui s'est opposée aux accords d'Oslo et n'était pas du tout intéressée par la solution à deux États. Elle se considérait comme un califat sur les territoires palestiniens. Le Hamas s'est efforcé de transformer Gaza en État islamique du Hamas,
sous le régime de la charia et des peines de mort comme punition pour toutes sortes d'actions et de comportements. Il s'agit donc d'une organisation extrémiste, et je ne pense pas qu'elle puisse être comparée à l'Organisation de libération de la Palestine, qui était une organisation nationale et qui n'a pas été impliquée dans des actes terroristes, alors que le Hamas est une organisation qui a consacré son temps à éliminer Israël. Nous pouvons revenir en arrière pour nous demander s'il y eut des gouvernements israéliens précédents qui étaient meilleurs que d'autres dans leurs relations avec les Palestiniens, et je peux affirmer qu'il y avait des gouvernements israéliens qui étaient plus intéressés par la solution à deux États. Il allait dans le sens de cette solution, mais les Israéliens avaient l'habitude de voter en fonction de leurs convictions qu'il existait un partenaire de négociation du côté palestinien. Cependant, avec la multiplication des opérations terroristes et le retrait parfois des engagements palestiniens en faveur de la solution à deux États, l'orientation des Israéliens a changé vers la droite et, au fil des années, l'augmentation du nombre d'électeurs de droite en Israël, notamment avec l'afflux de Juifs de Russie et l'évolution démographique en Israël. Aujourd'hui, Israël est géré par le gouvernement le plus d'extrême droite que j'ai jamais vu. Honnêtement, le 7 octobre est devenu un jour décisif pour les Israéliens car il entraînera un jour la formation d'un mouvement qui réaffirme son engagement en faveur de la solution à deux États, mais qui pourrait également pousser les Israéliens vers l'extrême droite. Chris, I want to get your thoughts on this Hamas question because it really, I find it both fascinating and disturbing, right? That Chris, je veux vraiment connaître votre opinion sur la question du Hamas. Vous avez dit tout à l'heure qu'on constate un revirement sans précédent de l'opinion publique américaine à l'égard des Palestiniens et qu'il y a aujourd'hui une certaine compréhension des motivations du Hamas. On a entendu au Congrès des États-Unis parler du grand nombre de victimes civiles dues au bombardement israélien. On a également entendu certains élus dire que notre aide à Israël devait être conditionnelle. Alors, qu'en pensez-vous? Voyez-vous un changement dans la dynamique des relations israélo-américaines à cause de cette guerre? Je pense qu'en écoutant cette discussion, vous avez bien décrit la position de Biden. Il était favorable à Israël au début, bien sûr, dans la guerre contre le Hamas. Mais maintenant, il a commencé à parler de la situation humanitaire et de ce qui pourrait aider à parvenir à la paix ou à une certaine justice pour les Palestiniens. Donc, à mon avis, certains veulent mettre le Hamas de côté. C'est la tendance. Non pas de la majorité, mais de plusieurs personnes à Washington qui prennent au sérieux ce qui se passe actuellement. Okay. We've got 1 minute for each of you. En 1 minute pour chacun d'entre vous, que pensent les gouvernements arabes du mouvement Hamas? Well, I don't think Hamas has a great deal of support. Je ne pense pas que le Hamas bénéficie d'un grand soutien arabe. Les peuples arabes soutiennent les Palestiniens. Et quand ces peuples suivent la guerre menée par Israël équipée de missiles américains contre les civils innocents, un énorme soutien est généré pour les Palestiniens et pour tous ceux qui disent non à Israël. Ok, David, de quoi les acteurs régionaux et internationaux ont-ils besoin pour aider les Palestiniens et les Israéliens à sortir de ce cercle vicieux de la violence? Premièrement, il serait utile que ces pays rejettent le terrorisme et je crois que toutes les parties arabes rejettent la violence des groupes extrémistes. Les partis arabes doivent également rejeter le type de terrorisme qui s'est produit le 7 octobre et démontrer leur volonté d'intégrer Israël et l'accepter comme un État dans la région avant de parvenir à un accord entre les Palestiniens et les Israéliens
en vue de parvenir à l'intégration des peuples qui n'ont pas la possibilité de partir ailleurs. I think that's a very good point. Je pense que c'est un point très important. L'essentiel à retenir des propos de David, c'est que les Palestiniens ne quitteront pas leur pays. Ils n'iront pas en Égypte, ils resteront sur leur territoire et ne pourront jamais faire l'objet d'un nettoyage ethnique. Israël et les États-Unis doivent accepter cette réalité. Ce conflit fait ressortir aujourd'hui chez les Palestiniens un traumatisme vieux de plusieurs décennies. Et nous avons entendu aujourd'hui des points de vue des deux camps. Je dirais qu'il est difficile de blâmer les Israéliens ou les Palestiniens. La vérité, comme l'a rappelé Saïd, est que ce conflit est profondément enraciné dans le temps et il laissera encore longtemps des traces dans les esprits de ces deux peuples qui se déchirent pour une terre qu'il leur faudra un jour partager. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci également à nos invités, Chris Lapetina, Saïd Erekat, David Schenker, Orinir, et ainsi qu'à notre correspondante Jian Mansour. Merci à toute l'équipe de préparation et de production, et je vous dis à très bientôt.